Bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour cette conférence proposée donc par Kone autour du thème de la réhabilitation des bâtiments et surtout ses enjeux. Alors pour introduire notre discussion ce matin, donc j'appelle Aurélie Pi, directrice New Building Solutions, Kone France, Belgique et Luxembourg. C'est à vous Aurélie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour parler de ce sujet effectivement extrêmement porteur autour de la réhabilitation et effectivement de la productivité et de la performance des bâtiments sur ces chantiers. Alors peut-être pour commencer un petit mot pour ceux qui se demanderaient pourquoi, parce que vous voyez donc New Building Solutions, on est plutôt sur la construction neuve. Alors pourquoi la directrice de la construction neuve parle de réhabilitation? Eh bien c'est tout simplement parce que on va traiter dans la partie New Building Solutions la partie grosse réhabilitation lourde où finalement on va tellement désosser le bâtiment qu'on va revenir globalement à quelque chose assez proche de la construction neuve. Voilà le pourquoi. Alors effectivement, dans un contexte où le résidentiel est en souffrance, on connaît tous la situation du résidentiel actuellement, il est essentiel de trouver des relais de croissance et clairement, la réhabilitation en fait partie. C'est un relais de croissance important. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on a effectivement des aspects financiers, des aspects environnementaux, des aspects réglementaires aussi qui poussent vers le réemploi. Les réemplois s'appliquent, on peut parler de la téléphonie, on peut parler des vêtements, on peut parler du mobilier de bureau aussi, des filières s'organisent autour de ça. Et donc finalement, pourquoi l'immobilier ferait-il exception à la règle du réemploi, de la réutilisation et donc de la réhabilitation ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez commencé à être confronté à ça, mais de plus en plus, on voit dans la prescription des bâtiments la notion de réversibilité. C'est-à-dire que dès le départ, dès la conception du bâtiment, on pense en fait aux plusieurs vies, aux plusieurs destinations du bâtiment. Alors par exemple pour l'ascenseur, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on va dimensionner nos ascenseurs avec les contraintes les plus exigeantes en matière d'utilisation. On va pousser les études de trafic en quitte à surdimensionner quelque part l'ascenseur et ainsi ne pas avoir à modifier les gaines quand on veut changer la destination du bâtiment. Un concept assez intéressant, je trouve. Tous nos clients le disent, que ce soit les entreprises générales, les promoteurs, les architectes, les bureaux d'études, tous veulent aller vers la réhabilitation, prendre la vague de la réhabilitation quelque part. Et je parlais récemment avec un architecte parisien qui me partageait son envie de se lancer dans un premier projet de réhabilitation de garage en bureau. Et il me partageait également ses craintes parce que effectivement derrière la réhabilitation, il y a un petit peu la peur de la nouveauté, les contraintes, les besoins sont pas forcément les mêmes que la construction neuve et passer d'une activité à l'autre, c'est pas forcément une évidence. Kone, pour sa part, a choisi la voie de la réhabilitation, de l'économie circulaire, du réemploi depuis un certain temps déjà, puisque ça fait partie tout simplement de notre ADN, au même titre que les valeurs, au même titre que la sécurité. C'est à travers notre expertise, notre expérience, notre offre aussi, qui offre des solutions pour optimiser justement la performance des bâtiments, eh bien nous sommes un partenaire solide, fiable, efficace pour nos clients, pour les accompagner dans cette nouvelle aventure de la réhabilitation. Merci beaucoup Aurélie d'avoir donc posé ce sujet effectivement complexe et vous l'avez dit, face à un parc immobilier vieillissant, une construction neuve au ralenti, il faut effectivement prendre ce levier, ce nouveau levier de la réhabilitation pour assurer notamment la pérennité du secteur. Alors ça oblige à repenser effectivement notre rapport au bâti, à la ville, adopter une vision plus long terme. On va parler de tout ça et essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi la réhabilitation est-elle une solution d'avenir pour l'immobilier ? Quels obstacles rencontrent encore les professionnels du secteur ? Et quelles innovations on peut mettre en avant ou imaginer pour améliorer la productivité sur les chantiers et opérer une montée en gamme des bâtiments réhabilités. Donc on va essayer de répondre à ces questions avec vous tous qui êtes autour de cette table. On vous laissera évidemment poser toutes vos questions aussi, n'hésitez pas. Je vais vous présenter rapidement avec d'abord à ma gauche Yuan Mavi, bonjour. Vous êtes directeur commercial modernisation et remplacement complet de Kone. Aurélie, je ne vous présente pas. Nathalie Chang, présidente
présidente de Tribu Énergie. Alors Tribu Énergie, bureau d'études, pionnier dans le domaine de l'énergie positive et acteur majeur de la réhabilitation énergétique. À vos côtés, Armelle Langlois, directrice performance durable pour Vinci Construction, et Guillaume Meunier, consultant bas carbone pour l'IFPEB. IFPEB, comprenez, Institut français pour la performance du bâtiment. Donc bonjour à tous. Une première question peut-être toute simple, dans la continuation de ce que disait Aurélie en introduction. Quelles sont finalement les contraintes techniques, réglementaires, qui aujourd'hui, par rapport au neuf, empêchent la réhabilitation immobilière, ou en tout cas ne la favorisent pas? Nathalie, peut-être, vous prenez le micro. Bon, alors je vais commencer. Non, je pense que déjà, il se fait déjà beaucoup d'opérations en réhabilitation et de plus en plus. Ça, c'est quand même le côté très positif. Mais effectivement, il y a des freins. Le premier frein, je pense qu'il faut être honnête, il est financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une restructuration lourde peut coûter beaucoup plus cher qu'une démolition ou reconstruction. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'on est parfois sur des opérations avec des coûts de réhabilitation entre 2 000 et 3 500 euros du mètre carré. Et on voit bien que c'est largement supérieur à un coût de construction. Donc ça, c'est autant en région Île-de-France, c'est un coût qui peut être facile à absorber selon le coût d'achat. Autant en région, quand on a des bâtiments qui sont dont le prix de vente est de 1 000 à 1 500 euros du mètre carré, c'est complètement inabordable. Et c'est tout le problème de la réhabilitation des centres-bourgs. Donc ça, c'est déjà une véritable contrainte qui est financière, parce que cette contrainte financière, elle va être aussi finalement, pourquoi ça coûte cher? C'est aussi parce qu'il va falloir remettre aux normes, différentes normes en termes de sécurité, de incendie, acoustique, les réglementations handicapées. Tous les sujets énergétiques, ils sont très ambitieux aujourd'hui, mais finalement, ce n'est qu'une petite pierre à l'édifice. À partir du moment où on réhabilite, autant en profiter pour faire des actions d'économie d'énergie. Et ça, effectivement, on a en plus le sujet les sujets réglementaires. Ça, c'est par contre quelque chose de très positif qui va plutôt guider aujourd'hui beaucoup de réhabilitation. C'est le respect du décret éco-énergie tertiaire pour les bâtiments donc tertiaires, comme son nom l'indique, et le diagnostic de performance énergétique avec la suppression des passoires thermiques GFE progressivement, qui eux, par contre, vont être des véritables vecteurs en fait de travaux. Il y a un cadre donc réglementaire qui pousse finalement à aller plus vers la réhabilitation. Qui pousse à aller vers de la réhabilitation énergétique. Maintenant, réhabiliter juste l'énergie, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, on peut faire des actions, mais ce qui est le plus intelligent, c'est de faire de la rénovation globale, voire de la restructuration si on décide si on a des usages qui ont évolué, et de raisonner de manière globale. Sur cette question freins et opportunités, on va dire, autour de la réhabilitation, Guillaume, vous avez 1 minute. C'est très facile, il n'y en a pas. Non, plus sérieusement, je voudrais juste revenir. Ce qu'on voit effectivement, c'est intéressant, c'est de plus en plus d'acteurs se mettent à la rénovation-réhabilitation, parce qu'on voit aussi que les prises de risque commencent à être plus sur le neuf que sur la rénovation. Alors il y a les aspects financiers, effectivement, mais je travaille sur un programme qui s'appelle l'Hub des prescripteurs bas carbone, et les membres, on voit des membres qui maintenant, quand ils font la balance risque, avec les contraintes de la nouvelle RE 2020 qui est assez contraignante, de redéposer un PC, des chantiers, etc. Finalement, la balance risque, elle n'est pas forcément la solution, c'est pas forcément le neuf, et on le voit sur des projets existants. Après, la contrainte, on est au lendemain de la COP28. La grande contrainte, c'est le changement climatique et c'est le carbone. Une fois que j'ai dit ça, on a globalement les solutions, et on l'abordera pour sortir des énergies fossiles, il faut le dire. La contrainte qui va avec ça, c'est quel confort on met derrière. Et ce qu'on voit aussi, même chose, c'est que la contrainte de la programmation du confort, typiquement, est-ce que je vais être climatisé ou pas, et quel type de climatisation, quelle température, c'est en train des contraintes carbone, et c'est cette balance-là
qui est peut-être la contrainte ultime, c'est de trouver le juste milieu. On veut des bâtiments confortables, il ne s'agit pas de faire des bâtiments dans lesquels on n'arrive pas à vivre, il ne s'agit pas de faire des passoires thermiques, il ne s'agit pas de gaspiller du carbone, mais il y a ce nœud-là à résoudre. Et la particularité aussi, ce qu'on voit beaucoup, et je pense qu'on y reviendra, c'est l'aspect patrimonial. C'est vrai qu'on construit du neuf, finalement, on part d'une feuille blanche, hein, la fameuse tabula rasa. La contrainte patrimoniale est très forte et est prépondérante quand on fait des travaux. Qu'est-ce qu'on a envie de conserver et la France a une grande histoire avec son patrimoine, a de nombreux bâtiments. Donc là, oui, ça complexifie les sujets de l'acte de construire. Armelle, vous voulez réagir sur ce sujet ? Nous, ce qu'on voit côté constructeur, hein, c'est que déjà, il y a une très mauvaise acceptabilité maintenant des chantiers, hein, surtout des chantiers de démolition-reconstruction, parce que c'est du temps, c'est des nuisances, etc. Donc, de plus en plus, finalement, nos donneurs d'ordre nous disent comment est-ce qu'on peut faire pour réhabiliter et densifier. Donc, si je prends le cas de Paris, on nous demande souvent des surélévations. Hein. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et puis surtout, il faut aller vite. Donc, il faut déployer de plus en plus d'innovations pour faire, à la limite, des chantiers le plus furtifs possible. Après, si on additionne tout ce qui nous est demandé via la stratégie nationale bas carbone, le plan climat, etc., on se rend compte que on est parti, on va entrer dans une phase où on va devoir réhabiliter massivement. Et du coup, pour un constructeur, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? C'est comment est-ce qu'on fait plus vite, mieux. Et c'est quoi, finalement, du côté des élus, la question à se poser, c'est quoi ces villes qui vont être en chantier pendant 10 ans, quoi. Quand on additionne les chiffres, c'est ça qu'on nous demande, hein. Donc le principal frein, c'est l'impact en phase chantier. Disons que l'acceptabilité. C'est l'acceptabilité en fait de n'importe quel acte de construire. Il est quand même pas évident, hein, soyons clairs. Après, il y a une deuxième chose que nous on voit tout de suite, hein, c'est les coûts. le capex à déployer et là effectivement le gouvernement avec la loi du 30 mars, la loi Cazeneuve, qui permet des CPE avec préfinancement, essaie de nous donner tout un arsenal à nous tous, hein, pour pouvoir passer aussi cette barrière de l'investissement initial. Aurélie, vous l'évoquiez en introduction, effectivement, on doit aller vers cette nouvelle voie de la réhabilitation et on y est poussé, on y va, mais de temps en temps, ça peut faire peur. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept ? Oui, effectivement, ça peut faire peur, tout simplement parce que quand on démonte, on ne sait pas bien... on ne sait pas bien sur quoi on va tomber. Donc c'est la peur de la mauvaise surprise, du pépin, de oh mon Dieu, j'avais pas prévu ça. Comment je vais gérer, avec tous les surcoûts qui peuvent aller derrière, bien évidemment. Et donc là-dessus, Koné accompagne véritablement ses clients pour éviter ces mauvaises surprises, notamment avec, pour chaque devis de réhabilitation, l'envoi sur chantier d'un expert terrain qui va inspecter la gaine, hein, en l'occurrence, qui va vérifier les accès, qui va vérifier la présence d'amiante, quelles pièces on peut garder, qui va remesurer la gaine pour éviter, là encore, de mauvaises surprises, vérifier l'aplomb. Donc tout ça concourt au fait que, en amont, on va éliminer tous les risques. Alors, tous. Peut-être pas, mais en tout cas, la plus grande partie des risques par notre expertise et cette personne qui va sur chantier. Vous voulez ajouter un mot, Johan ? Tout a été dit sur les contraintes techniques et réglementaires, mais en synthèse, effectivement, c'est l'analyse de l'existant qu'expliquait Aurélie, confrontée aux exigences du maître d'ouvrage, donc les exigences réglementaires, budgétaires, énergétiques que Nathalie évoquait, la destination, c'est-à-dire le trafic, le confort attendu, qui va nous permettre de définir la meilleure solution. Koné maîtrise l'ensemble du cycle de vie, hein, de l'installation, la maintenance, la modernisation, le remplacement, pour aider à déterminer la solution la plus pertinente. Donc si on pousse l'axe de la réhabilitation et qu'on le fait côté chronologique, vous avez commencé à en parler un peu, mais par exemple dans la phase conception, Nathalie, quels sont les outils, les innovations qui vont nous permettre d'améliorer la productivité dès la conception ? Alors,
Moi, je dirais il y a déjà un préalable qui est que pour moi, une bonne réhabilitation, ça fait quand même 26 ans que je fais j'interviens sur des opérations de réhabilitation. C'est le diagnostic tout corps d'état. C'est la fondation. C'est exactement ce qu'Aurélie disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le gros problème de la réhab, c'est qu'on ne sait jamais. On commence à gratter et là, on commence à avoir des mauvaises surprises. Le nombre de chantiers que j'ai eus qui ont été arrêtés, parce que les diagnostics amiantes avaient été pas fait ou mal fait. Et donc après, c'était un budget, mais de plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires. Et où est-ce qu'on va les chercher? Des problématiques structurelles qui peuvent aussi apparaître. Des questions. Il y a eu des toitures terrasses qui se sont effondrées parce qu'on a mis en place des ENR, parce qu'on n'a pas fait de diagnostic structure au préalable. Alors, pas nous, mais effectivement, c'est des vrais sujets. Et ce diagnostic, il est fondamental pour pouvoir donner au maître d'ouvrage, justement, avant le démarrage finalement réel du projet, les informations en termes de programmation, en termes de contraintes et combien ça va lui coûter. Parce que c'est pas la peine de continuer un projet si on n'arrive pas à boucler ce budget. Et donc effectivement, ça c'est ce diagnostic et puis ensuite effectivement tout le travail de conception qui va pouvoir être réalisé. La cartographie, en fait, elle est possible pour tous les éléments d'un bâtiment, Armelle ? La cartographie, elle est tout à fait possible. Après, tout dépend des contextes. Il y a des sondages qu'on doit faire qui sont destructifs. Donc là, il faut avoir ce dialogue, se mettre d'accord. Voilà. Donc tout est possible. Il y a tout un tas de manières aussi de regarder à travers certains matériaux, mais ça n'empêche qu'il y a un moment, il va quand même falloir qu'on aille sonder, qu'on aille voir. Ça prend un temps. Ce temps-là, ce temps de l'ingénierie, il faut absolument le prendre. Voilà, s'il y a des essais d'arrachement à faire, il vaut mieux les faire tout de suite parce que sinon on risque de partir en conception sur une mauvaise solution technique et il va falloir refaire une reconception. Donc tout ce qu'on peut anticiper, il faut l'anticiper et j'ai envie de dire, on commence à avoir vraiment un arsenal d'outils qui est très sympathique et qui permet de le faire, quoi. Et ce, pour poursuivre sur votre idée, en fait, de limiter le chantier. C'est-à-dire, plus on aura en amont préparé et accordé du temps à l'ingénierie, moins le chantier aura d'impact en termes de temps, en fait. C'est un vrai enjeu pour vous. C'est un vrai enjeu. En fait, ce qui est tout à fait possible, et c'est notamment ce que permet tout ce qui est construction hors site, et puis, d'ailleurs, ça va dans le même type de procédure que ceux qu'utilise Koné, c'est pour nous autres, on va dire industriels, de pouvoir mettre en fabrication sans regret, c'est-à-dire d'avoir vraiment toutes les informations avant même d'être retourné sur le site pour refaire des mesures. Donc la question, c'est comment est-ce que, très en amont, comment est-ce qu'au niveau du diagnostic, on obtient cette précision de données ? Johan, justement, comment vous faites pour faire un diagnostic hyper précis à fournir aux donneurs d'ordre chez Koné ? Alors, dès le stade de la conception, effectivement, on a plusieurs outils innovants qui nous permettent de fournir à nos clients un détail sur le mode opératoire lié aux contraintes d'exécution, un planning d'intervention en fonction des attentes aussi, du milieu occupé ou non. Nos outils permettent aussi de voir des études de trafic, prévoir avant, après la circulation au sein du bâtiment, un diagnostic énergétique, la consommation avant, après une rénovation ou un remplacement. Et puis très rapidement, on peut aussi projeter financièrement le coût de l'opération de modernisation, de remplacement complète, et aussi de l'exploitation, que ce soit en termes de maintenance et en termes de consommation énergétique. La vraie force de Koné sur la réhabilitation, c'est le trinôme au service de nos clients. L'ingénieur des ventes, c'est l'interlocuteur privilégié, mais il s'appuie sur l'expert terrain qui va sur site, aidé par notre bureau d'études qui définit la solution, et bien entendu nos équipes installation qui ont connaissance du chantier. Donc l'équipe projet se constitue pour aider nos clients et conseiller nos clients dans ces moments. Si on reste dans la phase de conception, avant de parler du chantier, Guillaume, juste une question, est-ce qu'on peut mesurer l'impact carbone de cette phase, par exemple ? Et est-ce que c'est important de le faire ?
Alors, je ne suis pas normand, mais je vais répondre oui et non. Et effectivement, on a bien parlé du diagnostic qui est important et encore plus important si on aborde les sujets du réemploi. On a parlé de la mise en fabrication. Entre les deux, il y a cette conception. Et on le voit sur les bâtiments neufs, l'Aéro 2020, enfin en tout cas, on le voit clairement, c'est que ça a modifié les processus de conception. On a demandé aux architectes d'embarquer un sujet nouveau, le carbone. Des ingénieurs, du coup, doivent discuter beaucoup plus avec les architectes. Et la maîtrise d'ouvrage est beaucoup plus impliquée parce qu'elle doit faire des arbitrages coût carbone. Voilà. Donc on peut imaginer qu'on suit les mêmes processus que dans le neuf. Et les études récentes montrent que ce n'est pas tout à fait exact. Dans la rénovation, il y a vraiment deux idées fortes à garder en tête. C'est qu'on va apporter des matériaux neufs, nous ce qu'on appelle un budget qualité d'usage, donc des matériaux obsolètes pour n'importe quelle raison, hein, technique, architecturale, etc. Donc là, on a une réflexion proche de ce qu'on fait dans le neuf. Par contre, il y a un autre budget qui est commun énergie et matériaux, c'est qu'on va ramener des matériaux qui vont réduire les consommations énergétiques. Donc on a un espèce de paquet global où je vais changer mes fenêtres, ça va réduire mes consommations d'énergie, mais du coup je ramène de la matière. Et j'ai cette balance à faire entre la matière que je ramène et les gains énergétiques que je peux avoir. Et ça, c'est assez nouveau. On a un espèce de paquet global et on commence à imaginer des indicateurs, donc ce qu'on appelle le temps de retour carbone, à quel moment on va rentabiliser le carbone qu'on émet. Avec la notion très importante, c'est que ce temps de retour carbone, hein, si on écoute le GIEC et pas forcément la COP28, c'est que ça doit être le plus court possible. On doit essayer de s'engager très rapidement. Alors toujours sous l'angle carbone et confort, dans une réduction massive de nos émissions, mais dans les années qui viennent. Donc cette conception devient effectivement un enjeu majeur pour parfaitement préparer le travail des entreprises qui arrivent. Et donc on a bien le lien, diagnostic, conception et ensuite le rôle de l'entreprise. Vous voulez rajouter un mot, Armelle ? Oui, c'est-à-dire que nous... dorénavant, on a décidé que côté ouvrage fonctionnel à réhabiliter, de manière systématique, comme c'est le cas maintenant réglementairement pour le neuf, on faisait des analyses de cycle de vie. Donc là, ça y est, tout passe en analyse de cycle de vie de manière systématique. Et je tiens à souligner aussi le travail de CONE dans tout ce qui est données environnementales, où on a eu des échanges assez poussé sur nous, ce dont on avait besoin pour faire ces fameux ACV et pourquoi on avait besoin que CONE, mais aussi tous les autres, montent dans le bateau. Et on a eu cet échange du comment est-ce que nous, on calcule, etc. Et pourquoi est-ce que vous devriez le faire. Et ça s'est très, 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 très bien passé. Aurélie ? Alors effectivement, merci de le souligner. C'est agréable à entendre que le travail est apprécié parce qu'effectivement, nous avons enregistré sur la base de données gouvernementales qui s'appelle INIES des profils environnementaux des produits, des PEP, on appelle ça en abréviation, qui est en fait une sorte de carte d'identité environnementale du produit, et qui va notamment indiquer l'empreinte carbone du produit sur l'ensemble de son cycle de vie, comme le disait Armelle, c'est-à-dire de la conception, fabrication, installation, la durée de vie, utilisation, maintenance, mais également le démontage et le recyclage derrière. Donc c'est vraiment un document qui prend l'intégralité du cycle de vie de l'équipement. Donc c'est quelque chose d'assez lourd à faire, parce qu'on doit aller récupérer les informations sur tous les composants, les retravailler, les ajouter, retrancher, multiplier, etc. pour avoir ce calcul-là. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais CONE a décidé d'investir le temps nécessaire pour produire l'ensemble de ces cartes d'identité. Et aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir effectivement les produits les moins impactants d'un point de vue CO2 sur le marché. On ne s'arrête pas là, on continue à innover dans le domaine. On aura des nouveautés en 2024 qui vont aller encore en deçà de ce qu'on propose aujourd'hui. Donc on continue vraiment parce qu'on a des ambitions très fortes. D'ici 2030, on veut réduire de 40% les émissions liées à nos propres produits pour atteindre in fine la neutralité carbone en 2030. Alors il y a une question aussi qu'on n'a pas abordée en phase chantier, mais si Armelle en parle depuis le début, parce que c'est l'idée de réduire vraiment le temps et l'impact, même pour les rendre plus acceptables finalement ces phases chantier. Comment vous faites ? Quelles sont les solutions chez CONE qu'on peut déployer pour réduire les phases chantier ou les optimiser ?
Alors, la productivité, c'est un sujet clé sur un chantier de construction. Il faut avoir en tête que globalement, 50% du temps est perdu sur un chantier. C'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on donne. Donc, en matière de productivité, il y a des vraies pistes d'amélioration à trouver sur un chantier. Et donc, Koné a vraiment à cœur de proposer des solutions innovantes pour nos clients, pour justement raccourcir ces durées de chantier. Et je vais vous parler d'un exemple qui a le vent en poupe en ce moment, qui s'appelle le Jump Lift. C'est une solution qui vise en fait à réduire la durée d'installation de notre ascenseur, donc de le mettre à disposition en ascenseur chantier plus rapidement, ce qui permet par ricochet, je dirais, d'optimiser les coûts aussi des ascenseurs de façade qui ont un certain coût pour la construction. Alors le principe est assez simple. Alors vous voyez la gaine, donc la gaine qui fait partie du noyau du bâtiment. Le bâtiment est en cours de construction, la gaine suit cette évolution. Et donc en fait à un moment, on va mettre une plateforme de protection au niveau de la gaine pour l'étanchéifier quelque part et pouvoir travailler en sécurité dessous. Donc on travaille dans la gaine en toute sécurité, alors que le bâtiment continue à s'élever, n'a pas atteint encore sa hauteur finale. Et ça nous permet justement, vous l'imaginez, puisqu'on peut commencer plus tôt à installer les guides, etc., et à mettre la cabine en place, eh bien, ça nous permet d'optimiser la durée de montage de l'ascenseur. L'exemple d'optimisation, effectivement. Une autre question, Guillaume, vous avez commencé à l'aborder sur le côté réhabilitation, mais aussi nécessité de confort, avec en plus, dans l'équation à ajouter, évidemment, optimisation des consommations d'énergie. Comment on fait ? Comment on fait ? On fait comme on peut. Alors, quelques chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres. Ce qu'on voit, c'est que assez souvent, quand on fait une réhabilitation, effectivement, sujet numéro 1, améliorer le confort des habitants et réduire les factures. Donc, le sujet qui devrait être au moins aussi important, c'est la réduction de l'impact carbone. Et quand on fait les études en analyse de cycle de vie, on voit que se passer des énergies fossiles, c'est le levier majeur de décarbonation. On a des divisions par 10 de l'impact carbone de l'énergie et qui correspond presque à faire autant d'efforts que si on n'avait pas de bâtiment. Donc c'est le levier majeur. Donc maintenant, il y a vraiment ces trois arguments. On doit faire ça, on ne doit pas augmenter la facture et si possible, on doit la réduire, ce qui n'est pas si simple que ça. Et on améliore le confort. En réhabilitation, pas si simple. Non, c'est pas si simple. On peut tous imaginer que j'installe une pompe à chaleur et ça va réduire ma facture. Dans les faits, et ce que nous disent nos membres, c'est que en fait, on réduit un peu les consommations, mais en termes de facture, c'est pas si flagrant que ça. Il faut bien imaginer, c'est que le gaz est vendu très 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 peu cher. Donc même si on consomme beaucoup moins d'énergie en électricité, avec une facture d'électricité qui commence à être un peu plus chère, les gains ne sont pas si flagrants que ça. Dans les optimisations, il y a aussi ce sujet rénovation lourde et rénovation légère. Et quand même chose, quand on regarde les chiffres, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la rénovation lourde, finalement, les gains en carbone ne sont pas si énormes que ça. Une rénovation lourde, les ordres de grandeur, finalement, c'est assez proche du neuf. Parce qu'on a des reprises structurelles, parce qu'on change tout, et parfois on change tout avec beaucoup plus de contraintes. Donc j'ai plus de contraintes incendie, etc., programmatiques. Donc il y a plein d'optimisations à avoir, mais il faut les chercher. En fait, concrètement, il faut travailler, il faut se creuser la tête pour les trouver. Armelle, vous vouliez ajouter un mot ? Oui, en fait, performance. Sur la notion de performance, effectivement, comme on dit, des fois, on est sur des sujets où on peut se poser la question d'un point de vue, si on regarde uniquement les euros, de savoir si c'est pertinent. Mais personnellement, je pense qu'il faut vraiment se projeter dans le futur. Il y a un truc qui m'énerve dans ma vie professionnelle, c'est que on me demande de réhabiliter des bâtiments qui ont déjà été réhabilités il y a moins de 20 ans. Moi, je trouve ça horrible de faire ça. Donc l'idée, et c'est pour ça qu'on a développé le procédé Reaskin. L'idée, c'était de dire, zut, quand on fait une rénovation d'enveloppe, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la refurbicher, pour pouvoir la démonter par élément, au lieu d'avoir à refaire à chaque fois une enveloppe complète. Moi, à titre personnel, je trouve ça insupportable. En tant que citoyenne, je trouve que c'est un gaspillage innommable. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé, alors la solution s'appelle Reaskin, mais grosso modo, c'est quoi ? C'est des façades
qui sont préfabriqués hors site, qu'on vient poser par grands éléments sur le bâtiment. Chaque élément de façade, enfin chaque sous-élément est démontable. Donc si j'ai une plaque de bardage qui est cassée, ben, je remplace la plaque de bardage. Si j'ai une fenêtre qui doit être remplacée, je remplace la fenêtre. Si jamais j'ai un incendie et qu'il y a 3-4 panneaux qui sont abîmés, j'enlève les 3-4 panneaux, je les refais et je les remets. Et comme ça, je peux, je réfléchis mon bâtiment comme étant une banque de matériaux aussi dans le futur, quoi. Un peu comme un Lego, c'est-à-dire qu'on peut supprimer les pièces et on peut les changer facilement. Exactement, et comme tu le disais, Aurélie, les bâtiments ils vont avoir plusieurs vies, quoi. Donc il faut pouvoir changer ces éléments. Nathalie ? Bon, alors, la discussion est très riche. Alors moi, je pense qu'il y a trois. Voilà, pour moi, il y a trois sujets. Premièrement, un thème sur la stratégie énergétique française, où aujourd'hui le gouvernement a décidé de tout miser sur une stratégie uniquement électrique via les pompes à chaleur, que je ne partage pas du tout, puisque voilà, pour moi, ce sont des approches technocratiques où le gouvernement a quand même changé les taux d'émission d'électricité. Voilà, comme par magie. Donc, et pour cela, beaucoup d'acteurs n'étaient pas d'accord. Et sur le fait que je pense que c'est très très dangereux de mettre tous nos œufs dans le même panier sur une stratégie qui serait 100% nucléaire. Et je déplore aujourd'hui le manque de conviction qu'il y a sur le développement du biogaz, parce que je pense que le biométhane couplé à effectivement notre énergie électrique, c'est quand même la meilleure des solutions pour rester dans un certain mix énergétique avec la biomasse, avec tout ce qu'il y a, le développement des énergies renouvelables. Donc, ça, c'était la minute politique. C'était ma minute un peu politique. Bah, ça, c'était mon coup de... effectivement, de colère que Armelle a eu le sien, donc je prends la relève. Ensuite, sur le sujet de la réduction des consommations d'énergie, on est intervenu sur la rénovation de l'aile nord du château de Versailles, 60% d'économie. Donc on sait faire sur des bâtiments patrimoniaux, et les passoires thermiques ne sont pas souvent celles qu'on croit. On a notamment expertisé il n'y a pas longtemps une tour à la Défense livrée il y a 10 ans qui consomme 2 à 3 fois celle d'un bâtiment d'avant les années 70. Donc voilà, il faut faire aussi très attention, et ça... Ce qui est important, c'est de mettre en place sur le sujet énergie des procédures de commissionnement des installations techniques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur les conceptions-réalisations. On accompagne pour s'assurer que c'est pas parce que sur le papier, on a un bâtiment qui coche toutes les cases que dans la réalité terrain, il va être économe. Il faut l'accompagner, y compris pour les ascenseurs, mais pour effectivement qu'il soit économe. Ensuite, il y a le sujet du carbone. Je pilote pour le ministère les travaux de la RE 2020, donc sujet que je connais bien. On a cet objectif de faire une réduction de 35% en termes pour s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Et effectivement, ce qui est génial, c'est que la RE 2020, elle crée une véritable dynamique, d'où, effectivement, moi aussi, je salue le travail de Koné qui a été fait sur les ascenseurs, parce que, en fait, ces 35%, on y arrivera en construisant moins, certes, on y arrivera, mais on y arrivera via le réemploi, donc l'économie circulaire qui va être un vrai sujet, mais voilà, pour pouvoir faire l'économie circulaire, il faut démolir. Donc, effectivement, d'où l'intérêt des banques de données. Mais c'est surtout, finalement, les industriels, tous secteurs confondus, la filière béton, mais également, effectivement, aller jusqu'aux ascenseurs où chaque kilogramme économisé va compter et va nous permettre... Et puis, en dernier, il y a quand même un sujet. N'oublions pas qu'on conçoit des bâtiments pour le confort des occupants et qu'il va falloir effectivement s'inscrire dans différentes thématiques qui peuvent attirer des conflits carbone. Typiquement, l'acoustique, c'est beaucoup plus de matière en termes de mise en place de faux plafonds, mais on en a besoin. Les ascenseurs, en termes d'accessibilité, on peut se dire, on a un bâtiment qui est R+3, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ascenseur? Ça plombe complètement le bilan, mais effectivement, pour des questions, si on veut prévenir le vieillissement de la population, on en a besoin. Et les toitures végétalisées, c'est pas bon au niveau carbone. En tout cas,
déjà dans les calculs qui sont faits, les toitures végétalisées sont pénalisées, mais on en a besoin pour la biodiversité, pour la rétention des eaux d'orage. Et donc, il faut trouver ce bon compromis qui n'est pas toujours évident en tant que concepteur. La question des choix aussi en fonction des besoins et du confort de chacun. En fait, c'est ça. On a glissé naturellement, et vous avez cité le terme, un peu fourre-tout d'ailleurs pour les médias, mais bon, le terme qui est quand même réel, de l'économie circulaire, qui peut être effectivement une bonne solution à explorer. Est-ce que vous, chez Kone, Johan, peut-être vous êtes déjà avancé sur ce sujet du réemploi? Alors, je ne vais pas faire de coup de gueule politique tout de suite. Peut-être plus tard sur le stand. On en parlait avec Guillaume. L'économie circulaire la plus pertinente, c'est le réemploi in situ. C'est-à-dire que en ça, la modernisation partielle d'un appareil est vertueuse parce qu'on va remplacer seulement les composants qu'il nécessite et prolonger la durée de vie de l'équipement. Donc comme les façades en fait pour Vinci. Exactement, quand on le peut. Parfois, l'état de l'équipement ou la destination ne le permet pas, on va devoir remplacer complètement les appareils, mais on sait aussi garder des éléments comme les porte-palières ou les guides des ascenseurs. On vient de terminer à Bruxelles, la clinique Saint-Jean, le remplacement de 8 ascenseurs en gardant les porte-palières. Alors ça a plusieurs points positifs. D'abord, la réduction des consommations énergétiques grâce aux nouveaux équipements, c'est de l'ordre de 40%. Le maintien du trafic, puisqu'on a fait l'opération en milieu occupé, ce qui était apprécié. Donc on a mis 2 ans pour garder le trafic et le flux au sein de la clinique. Et enfin, la réduction des nuisances. Les risques de sécurité sont levés car on ne laisse aucune baie ouverte et les poussières sont contenues au sein de la gaine. Alors, depuis 2022, on propose sur l'ensemble de nos offres de modernisation, de remplacement complet, une option économie circulaire. Alors celle-ci consiste à démonter à la clé les composants, certains composants, nos cartes électroniques, nos variateurs de fréquence, et ça nous permet de les réintégrer dans une filière interne pour nos contrats de maintenance ou les mettre en vente sur une marketplace. Autre avantage pour la planète, tous les revenus liés à la revente de ces pièces servent à planter des arbres localement près du chantier et donc encore diminuer l'impact carbone de nos clients. Il suffit pour vos clients de cocher cette option, quoi. C'est-à-dire, ok. De la choisir. De la choisir, ok. Armelle, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette notion de réemploi et ce qu'elle implique pour vous? Alors le réemploi, c'est un terme qui peut faire peur, mais en fait, j'ai envie de dire, moi j'ai des expériences avec Kone où en 2012 déjà, on faisait de l'économie circulaire. En 2012, Kone me proposait d'optimiser mes GER, enfin tout ce qui est mon plan de renouvellement, et il me proposait déjà sur certains ascenseurs. Donc il m'auditait chacun des ascenseurs et il me disait, pour celui-là, je peux t'avoir encore des pièces pendant 8 ans. Je te propose de le prolonger pendant 8 ans et ça te coûtera tant ensuite de le remplacer. Et voilà. Alors là, j'étais maître d'ouvrage à l'époque, ça me permettait de faire mes choix et de savoir quand est-ce que j'allais investir. Et j'avoue que c'était un vrai dialogue et j'admets que Kone venait systématiquement à 4 pour venir auditer les ascenseurs que je récupérais. Bon. Bien sûr qu'on peut trouver ça luxueux, mais quelque part, moi, d'un point de vue économique, je m'y retrouvais comme vachement. L'autre chose, c'est, alors là, je vais vous donner un chiffre. 526, je viens de le recevoir parce que je l'ai demandé. 526, c'est le nombre de matériaux réemployés que l'on a mis en œuvre depuis le début de l'année aux ouvrages fonctionnels réhabilités en Île-de-France. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, le nerf de la guerre, c'est compter. Compter du carbone, compter du potentiel de biodiversité, compter du réemploi. C'est la seule manière qu'on va avoir d'objectiver nos choix. Et puis surtout, c'est moi, ce chiffre-là, ça me permet de dire, faut pas avoir peur. Enfin, ça se fait, quoi. Ça se fait déjà. Guillaume qui aime bien les chiffres, ça vous parle? 526. Juste un mini dézoom, promis. C'est que c'est vrai qu'on associe réemploi et réhabilitation. Ça a été dit par Nathalie, c'est que le réemploi sur du neuf, il y a les rares cas où on fait de la démolition et assez souvent on ne sait pas trop quoi faire et on externalise les déchets, on essaie d'en récupérer, mais c'est compliqué sur un chantier neuf. Alors que intrinsèquement, la rénovation et la réhabilitation, c'est on a les objets sur place, on les a. Donc, et du coup, ça a un coût dès que j'emmène en déchetterie, ça a un coût, etc. Donc
intrinsèquement réemploie ces rénovations. C'est, une fois que j'ai dit tout à l'heure, levier numéro 1, on va essayer de dire que c'est sortie des énergies fossiles. Le levier numéro 2, d'un point de vue carbone, c'est conserver. Et effectivement, ce qu'on a étudié, c'est, on sait qu'on a envie de compter. C'est ça, effectivement, les ingénieurs, ils adorent ça, à compter. Par contre, quand on a essayé de faire les tests sur des bâtiments de rénovation, c'est très chronophage, c'est très compliqué. Il y a plusieurs méthodes. Le CSTB est en train de réfléchir à une méthode. Et quand on regarde les chiffres, du coup, les ordres de grandeur, c'est un peu 5% du bâtiment selon les méthodes. Donc, nous, on est un peu arrivé à la conclusion de dire que finalement, si vous me permettez, se prendre la tête pour le comptage, c'est peut-être pas si important. Par contre, se prendre la tête pour, dans la philosophie, conserver au maximum, ça, c'est absolument fondamental. Donc, j'aime bien les chiffres, mais... Même si ce n'est pas mesurable, c'est ça. Et si on parle de 5%, parce qu'après, à l'inverse, dans les matériaux neufs qu'on amène, ou en tout cas les chiffres des bâtiments neufs, c'est le réemploi. Dans du tertiaire, ça peut aller jusqu'à 100 kg de CO2. Et 100 kg sur un bâtiment qui est à 800, on parle d'un levier majeur. Hein, on n'est pas à la ligne. Donc, vous voyez, on met 5% en balance et on fait ça. Donc ça nous fait dire qu'effectivement, l'enjeu fondamental, c'est conserver absolument tous les matériaux. Et c'est absolument un changement de paradigme. Jusqu'à présent, ça ne coûtait pas cher de mettre en déchetterie, on amenait les camions et on y allait. Et on voit que tous les projets où on essaye de rentrer dans cette subtilité, encore une fois, c'est plus de travail. Avec un dernier message, c'est que vous avez peut-être en tête, c'est que pour l'instant est obligatoire le diagnostic PEMD, où on doit analyser ce qui est là où vont les matériaux, en quelle déchetterie, quelle quantité, etc., avec un petit sujet ressources et réemploi. Ce qu'on préconise, c'est que, donc ça c'est la première étape et c'est très bien que ce soit mis en place, mais quand on veut vraiment changer de paradigme, il faut pousser un peu plus loin ce diagnostic PEMD, nous on appelle ça un diagnostic ressources, pour vraiment arriver à définir ce que je sais conserver et dans quelle filière je vais. Est-ce que c'est du réemploi in situ ou ex situ, je le revends, combien, etc., etc. Donc même chose, là on parlait du diagnostic au tout début, on rajoute presque un nouveau diagnostic et on pousse un peu plus loin celui qui est réglementaire, le PEMD, pour que ça devienne la ressource fondamentale. Si je pousse l'idée de Guillaume sur le diagnostic ressources, ça prend forcément du temps, donc un peu plus d'argent. Comment réagissent les clients, par exemple Nathalie, quand on parle de faire de la réno et surtout de l'économie circulaire ? Alors, merci pour cette question, parce que justement, on est très sensibilisé au sujet, puisqu'il y a 5-6 ans, ma plus ancienne collaboratrice, avec qui je travaille depuis 16 ans, a écrit un livre sur l'économie circulaire et a décidé de créer un pôle, justement, économie circulaire dans notre bureau d'études. Déjà, il y a un sujet sur l'économie circulaire, ce qu'on met derrière, effectivement. Il y a le réemploi, in situ, hors site, il y a le recyclage, mais il y a également tout le travail de proximité, de faire travailler des filières, voilà, qui sont proches, de redynamiser l'économie locale en étant très inclusif. Après, aujourd'hui, on est en période de rodage sur ces sujets, que ce soit d'économie circulaire, de réemploi. Je rejoins, on réalise des diagnostics PM2, des diagnostics ressources et également des missions d'accompagnement sur les sujets d'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est vrai que souvent, on a des ambitions au début des projets qui sont très ambitieuses dans les notes concours, et puis ensuite, ça se déshabille parce qu'on cherche à économiser 3 francs 6 sous, c'est la réalité économique. Mais heureusement, nous avons quand même quelques maîtres d'ouvrage très motivés. D'ailleurs, même sur le château de Versailles, on a réussi à introduire dans les CCTP des sujets sur l'économie circulaire et notamment la récupération des verres. Et donc, un autre exemple que j'aime beaucoup citer, c'est une opération sur laquelle nous avons été assistants à maîtrise d'ouvrage pour la mairie de Paris sur la réhabilitation de la maison des canaux qui est au bord du canal de l'Ourcq et qui s'est fait avec 95% de
matériaux issus du réemploi. Donc, alors bien sûr, un maximum du bâtiment a été conservé. Et c'était amusant parce qu'au départ, on a fait un diagnostic croisé, diagnostic énergie, diagnostic économie circulaire, qui était en complet affrontement. Parce qu'effectivement, le bâtiment certaines salles avaient été rénovées il y a quelques années. Donc, c'était une aberration de tout détruire. Mais le problème, c'est que la réalité énergétique était là. Donc, et sur cette opération, eh bien, il y a effectivement, par exemple, les stores qui ont été faits à base de toiles de montgolfière récupérées. On a des isolants qui sont issus soit du réemploi d'un autre chantier, soit effectivement des laines à base des fibres recyclées. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, et ça c'est super que justement on ait des maîtres d'ouvrage motivés qui servent à montrer l'exemple, mais ça implique effectivement une très très grande motivation et vraiment de fédérer tous les acteurs pour pouvoir y arriver. Ouais, de se creuser la tête, comme disait Guillaume tout à l'heure. On va peut-être passer aux questions, puisque le temps file. Juste un dernier mot, peut-être, Aurélie, sur cette question de peut-être la création maintenant d'une filière d'économie circulaire, parce que c'est vrai qu'on l'évoquait, bon, faut aller chercher des toiles de montgolfière pour faire des stores, vous avez des marketplaces où vous réutilisez, mais c'est vraiment effectivement encore balbutiant tout ça. Ah, tout à fait, oui, on est... alors, on tâtonne, on essaie d'être créatif, inventif. La bonne nouvelle, c'est qu'on avance. Voilà, il y a plusieurs essais pour ça. Globalement, on trouve quand même nos clients qui montrent une certaine appétence quand même pour ces sujets-là, qui nous poussent aussi pour certains. Je pense à un chantier avenue de la Grande Armée de transformation justement d'un bâtiment en bureau, où là on a des exigences très très fortes du client qui nous imposent du réemploi, et donc eh bien on se creuse la cervelle et effectivement je te rejoins tout à fait, il faut être créatif. Des questions peut-être sur cet élan de créativité ou autre? Pas de questions de la salle? C'est incroyable. Une petite question. Bonjour, merci pour le contenu très riche. Juste sur le dernier point, sur le réemploi, etc. Est-ce que vous entendez que vos clients puissent considérer qu'il y a une valeur, et donc une valorisation, j'entends plus vulgairement un prix pour ces réflexions de créativité et de changement de process plus industriel jusqu'à aujourd'hui? Je commence rapidement. Alors déjà, il y a une valeur patrimoniale pour certains. Je pense au réemploi des verres de la chenille de Pompidou. À un moment donné, l'idée, ça a été on ne va pas jeter parce que ce verre courbe de Renzo Piano de l'époque a une valeur patrimoniale. Donc il y a déjà ces sujets-là. Sur la valeur des produits, ce qu'on voit, les quelques retours d'expérience qu'on a, c'est que finalement le matériau en lui-même, une fois qu'on a dépassé les contraintes assurantielles, etc., bien sûr, le matériau coûte rien, mais il y a toujours le stockage, la dépose propre, la repose, et il y a encore quelques personnes qui considèrent que c'est plus compliqué de poser du réemploi que de poser du neuf, ce qui est vrai sur certains produits, pas tous, mais c'est vrai sur certains. Ce qui fait que la balance économique est, en tout cas, elle est dans le pire des cas, équivalente à du neuf. Après, on a des cas où effectivement la balance économique penche pour le réemploi, mais comme on l'a dit, il faut se gratter plus la tête. En fait, et Nathalie l'a bien dit, c'est qu'il faut qu'on s'engage tous là-dedans. Donc, si c'est un sujet qu'on a envie de pousser, on peut trouver un gain économique, mais qui n'est pas, c'est pas ça qui va être le vecteur numéro 1. Armelle ? On en est quand même, j'ai envie de dire, au début de l'histoire du réemploi de manière aussi massive. Du réemploi, on en a fait, on en fait depuis, mais tout le temps. Enfin, je veux dire, on va pas s'amuser à abattre on s'amusait pas à abattre un arbre quand on pouvait démonter une charpente avant, soyons clairs.
là, en fait, la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on fait ça de manière massive et de manière industrielle. Et là, je reviens sur ce terme industriel. C'est-à-dire que nous, ce dont on se rend compte, c'est que il faut qu'on travaille filière par filière avec des partenaires industriels et on se met d'accord sur qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils reprennent, qu'est-ce qu'on leur donne, quand est-ce qu'on les appelle, qu'est-ce qu'ils nous réassurent, hein, quelque part, parce qu'il y a aussi... vous avez des garanties à nous fournir, y compris sur des ascenseurs en réemploi, sur chaque élément. Donc ça, voilà, on se met d'accord, ça se structure, hein, ça se structure même très bien. Je pense que quand on se reverra dans 2 ans, on aura quand même vachement avancé parce que ça va très 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 vite. La deuxième chose, c'est que le monde de la finance a bien compris que ça allait coûter vachement plus cher si on faisait rien maintenant. Et donc, quelque part, d'où ce qu'on voit, c'est qu'on a des injonctions qui arrivent en cascade, boum, 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 vous ferez tant de réemploi. Voilà. Mais ça vient d'où? Ça vient de gens qui ont compris que si on s'y mettait pas maintenant, ça allait coûter une blinde, et surtout que la valeur des assets allait diminuer de manière drastique, quoi qu'il arrive. Nathalie, oui, le réemploi, en fait, c'est quand même millénaire. Hein. Il y a des centaines d'années, on reconstruisait les villes sur les villes avec les matériaux qui étaient disponibles. Donc, c'est pas une nouveauté. Je dirais, c'est peut-être les 30 Glorieuses qui ont rendu la richesse du pays qui a fait qu'on a consommé à tout va. Bon, maintenant, on rentre à nouveau dans une période de disette. Donc, il va falloir mettre en place les filières. C'est bien qu'il y ait un peu de... que ce soit la réglementation, le diagnostic PEM des ressources, c'est quand même un bon outil, mais il faut que les acteurs l'utilisent à sa juste valeur, ne le fassent pas juste pour cocher une case comme quoi ça a été fait. Et puis, effectivement, il faut que toute la filière, et heureusement la finance verte est là aussi pour inciter, et il faut vraiment maintenant que tout se mette en place, de même qu'aujourd'hui, les grands acteurs de l'industrie du vêtement proposent de plus en plus des vêtements issus du réemploi. Peut-être que bientôt, dans nos grandes enseignes, dans nos GSB, on pourra avoir des rayonnages de matériaux du réemploi. C'est ce qu'on peut espérer. Un mot. S'il n'y a pas de questions, je vais juste prolonger. Je regarde, c'est bon. Ce que disait Armelle, effectivement, on le voit, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de grands groupes de promoteurs, d'aménageurs qui prennent des engagements, vous savez, les engagements RSE, dans lesquels ils commencent à indiquer, se dire, dans mes engagements carbone que je prends, je vais, comme je vous l'ai dit, les fameux 100 kilos, je vais prendre des engagements sur les réemploi. Et donc, effectivement, ça découle. Donc maintenant, on voit des cahiers des charges qui disent, vous devez réemployer tant. Et donc là, quelque part, on a... cette obligation et c'est un fort pouvoir. Et on voit aussi que pour faire du réemploi, on en a un tout petit peu parlé, il faut des espaces, il faut pouvoir stocker. On voit aussi maintenant des agglomérations qui mettent en place tout un processus. Alors je pense par exemple sur l'île de Nantes où la ville a mis à disposition des espaces et c'est eux qui organisent le réemploi localement, etc. Donc vous avez les engagements des grands groupes, les villes qui s'y mettent, il y a toute la filière qui s'est mise en place avec plein d'acteurs, de bureaux d'études, d'architectes, etc. Les entreprises qui s'y mettent très bien. Honnêtement, s'il y a un sujet pour moi qui est facile, c'est celui-là. Et quand je dis facile, si je l'écrivais, je mettrais des guillemets, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est une évidence. Et vraiment, on voit, honnêtement, il y a 3 ans, on parlait du réemploi. C'était, je pense que Nathalie est pour en parler. Il y a 3 ans, on disait réemploi, c'est quoi ces zigotos? Maintenant, c'est une filière qui est au balbutiement, mais c'est plus le bébé là, hein. C'est le jeune ado qui est à fond et qui y va, quoi. On se revoit pour parler de l'âge adulte, donc d'ici 1 ou 2 ans, c'est ça ce que vous disiez, Armelle. Un mot de conclusion peut-être, Aurélie, avant qu'on ne poursuive les discussions sur le stand Koné après. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. On l'a vu tout au long de cette discussion, la réhabilitation, c'est une évolution du marché qui est logique et souhaitable, bien évidemment. Alors, il y a encore plein de choses à faire, on vient de le dire, ça avance, ça se met en place, on tâtonne, mais on avance, donc c'est quand même assez gratifiant. Et ce qui est absolument passionnant, c'est de voir tous les beaux projets finalement qui sont devant nous et qui n'ont rien à envier au projet de construction neuve quelque part. Donc ça reste une aventure très excitante.
Johan, un dernier mot. Et oui, c'est clairement au cœur de notre organisation, hein, et nos équipes accompagnent nos clients au quotidien. C'est le groupe d'ados qui affronte cette nouvelle tendance de la réhabilitation du réemploi pendant la phase d'exécution jusqu'à l'exploitation. Merci à tous pour vos témoignages, votre expérience, vos idées, votre créativité. Et puis je vous invite sur le stand Koné pour poursuivre les discussions avec chacun au niveau 2, stand D41. Retenez bien. Merci beaucoup à tous et bonne matinée.